Cette conférence va maintenant être enregistrée. Allez, c'est parti pour cette dernière séance de la période de confinement où mon but était d'essayer de partager avec vous ce que j'appelle des petites astuces pour gagner quelques mètres de compensation. Alors, euh, on a abordé plein de sujets pendant ces semaines de confinement. On a également abordé le sujet de la compensation à au moins 3 reprises. Donc, ça veut dire que si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez retrouver au moins 3 vidéos là-dessus. J'aimerais pouvoir vous rappeler que le but de la session d'aujourd'hui, c'est pas d'améliorer sa compensation en soi, mais c'est juste de dire, tiens, sans me poser de questions sur la compensation, est-ce que je peux gratter quelques mètres avec des petits trucs simples? Voilà. Parce que, à un moment donné, si vous voulez améliorer votre compensation, l'idéal, c'est d'y passer un petit peu du temps et de vous assurer que les basiques sont respectés. Donc, pour ça, vous n'hésiterez pas à voir le cours sur les basiques de la compensation. Vous vous assurez de savoir écouter au bon endroit, diagnostiquer les zones de votre corps qui sont déconnantes, travailler du coup sur ces gestuels pour en prendre connaissance et ensuite les réorganiser pour s'assurer de ne pas reproduire les défauts que vous pouvez avoir. Bon, mais ça, c'est à partir du moment où on considère que la compensation est un sujet qui, de toute évidence, vous bloque et que vous êtes prêt à y consacrer du temps pour réussir à évoluer. Il s'avère que dans ma pratique assez régulière, j'ai des gens qui viennent et qui me disent non, non, mais moi de toute façon le temps je l'ai pas forcément l'envie de progresser n'est pas forcément non plus très importante. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est présente, mais par exemple, c'est peut-être des gens, on va le voir ensemble dans les exemples que j'ai cités là, mais qui disent non, mais moi je bloque à 15, 17, euh, j'aimerais surtout une astuce pour pouvoir aller à 20, 22 parce que ça me suffit quoi. Ou je bloque à 30 mètres de profondeur et du coup j'aimerais avoir une astuce ou deux pour aller un petit peu plus bas, sans forcément révolutionner quoi que ce soit et surtout sans travailler la compensation de façon en y consacrant du temps, pardon, excusez-moi, et donc en disant bah tiens voilà, est-ce qu'il n'y a pas un ou deux trucs faciles. Donc ça veut dire que ce que je propose là, ça a ses limites. C'est-à-dire que ça peut vous aider à faire certaines choses, mais ça ne changera rien à votre compensation. Et c'est pour ça que j'ai bien stipulé sur le titre, c'est pour gagner quelques mètres. C'est-à-dire qu'effectivement, avec ce que je vais vous donner là, vous allez faciliter un tout petit peu votre compensation, mais vous n'allez pas en soi l'améliorer. Ce sont que des astuces, ce ne sont en aucun cas des moyens d'apprentissage qui vont vous permettre d'évoluer dans votre technique de compensation. Et que pour évoluer dans les techniques de compensation, vous avez déjà 3 cours là-dessus, donc je ne vais pas les refaire en résumé là. Juste pour rappeler, c'est la posture quand même, le rythme de compensation, les zones spécifiques du corps qui doivent être relaxées, l'apprentissage des diverses étapes de la compensation, les divers muscles qui nous servent à ça, et ensuite comment est-ce que je fais pour les réorganiser. C'est un peu ce que je vous ai proposé dans le cadre des formations que vous trouverez à côté. Donc du coup, je vais pas m'attarder là-dessus. J'aimerais juste du coup essayer de vous proposer de dire, j'ai quelqu'un qui bloque à 15 mètres, 20 mètres, et qui ne vient pas pour un cours sur la compensation, et qui aimerait juste descendre un petit peu plus bas. Quelle consigne est-ce que je vais lui donner? Moi, la consigne que je vais dire, numéro un, la seule, quand la personne bloque et qu'elle a un petit peu du mal, et c'est quelque chose qui est assez régulier, en tout cas, c'est la première étape. Et dites-vous que je l'ai même dit à des athlètes de haut niveau, ça en a surpris quelques-uns et ça a marché. Je pense à un ami corse comme ça et qui va, voilà, tout bêtement. La première consigne, c'est de dire, quand vous compensez, desserrez les fesses. Alors, si vous voulez connaître exactement le détail de pourquoi est-ce que je dis ça, vous devez du coup prendre le cours pour ensuite Pierre B qui me pose la question pour passer de 20 à 25 ou de 60 à 65. Mais tu vas voir un petit peu dans quel cas. Euh, ça peut paraître bête, mais si vous voulez comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a un lien direct entre la compensation et les fesses, je vous inviterai encore une fois à reprendre le cours. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une technique qui marche. Je veux dire par là, c'est que si vous vous bloquez actuellement à 15, 17 mètres, 18 mètres, que vous y allez régulièrement, que vous avez du mal à descendre plus bas, mine de rien, concentrez-vous à essayer de desserrer les fesses lorsque, ouais, le nerf le plus long, comme dit Alexis, c'est ça, hein, le nerf le plus long du corps. Si je t'arrache un poil de cul, tu pleures et tu peux pas compenser. Et donc, effectivement,
la première des consignes, si vous voulez vraiment faire simple, pour ceux qui bloquent vers 15-20, mais quelque part, j'ai déjà vu ça aussi chez des gens qui bloquaient plus profond. Simplement, ils étaient plus forts. Donc, ils descendaient plus profond. Je veux dire, des athlètes de haut niveau, hein, de podiums nationaux en France en profondeur, qui se rendaient pas compte qu'à un moment donné, ils crispaient là et du coup, ça bloquait leur proportion. Et d'avoir desserré les fesses, ça a été la première étape pour progresser et revenir. Donc, pour moi, c'est quand même l'étape numéro un des débutants, des gens qui bloquent sur 15-20 mètres. C'est la clé numéro une. Je vais vous donner du coup trois clés principales et après une petite astuce quand même. Euh, la clé numéro 2, c'est mon masque. Ça veut dire quoi? Vous ne faites pas attention, mais régulièrement pendant votre descente, vous allez mettre de l'air dans le masque. Et mine de rien, cet air que vous allez mettre dans le masque va créer une réserve qui va partir là-bas. C'est loin d'être anodin, hein. Pour vous dire, sur une vingtaine de mètres, ça représente à peu près ce volume-là. Vous voyez, tout ce que j'ai dans les joues, là, c'est à peu près ce qu'il faut pour que je remplisse mon masque de 0 à 20 mètres, pour donner une petite idée, si je veux garder un confort sur le masque. Euh, et on peut, du coup, on peut avoir cet air qui part dedans, alors qui ne serait pas gâché si on le récupère, sauf que au fur et à mesure que je descends, si j'ai besoin d'air pour compenser mon oreille, mine de rien, tout ce que j'aurais mis dans le masque aura posé un problème. Donc, une des astuces pour les gens qui, en général, commencent à bloquer 25, 30, 35, c'est de dire que à partir du moment où ils attaquent la coulée, c'est-à-dire environ 15 mètres de profondeur, euh, ils pincent le masque, ils pincent le nez, ils pincent le masque, et ils lâchent plus. C'est-à-dire que véritablement, on va laisser le masque s'écraser. Comme ça. Faut surtout pas le lâcher parce que si jamais on le lâche, malheureusement, il va certainement par effet de succion nous remonter le vol du palais et bloquer toute la compensation. Ça, c'est pour ceux qui aiment la théorie. Mais ce qui est certain, c'est que si jamais vous êtes avec le masque comme ça, puis que de temps en temps vous le lâchez, et hop, ça va bloquer au niveau compensation. Donc, euh, un masque, on a l'habitude qu'il soit confort sur le visage et on n'apprécie pas qu'il soit écrasé. Et alors que pour autant, il est capable de supporter un écrasement très très important. Mais au-delà de dire supporter un écrasement très très important, dites-vous que ceux qui vont à 80 mètres au masque en pinçant les oreilles pincent de toute façon le masque aux environs des allez, 20, maximum 25 mètres de fond. On pince et on peut aller à 80 mètres. Pourquoi? Parce que je vais revenir sur quelques règles mathématiques, mais vous avez une très grosse variation de volume dans les 20 premiers mètres. Et après, entre 20 mètres et le fond, vous avez une très faible variation de volume. Donc ça veut dire que autant il faut mettre de l'air régulièrement dans votre masque de 0 jusqu'à une quinzaine de mètres, voire 20 mètres si ça vous intéresse, mais moi je dirais qu'une quinzaine de mètres ça suffit. Et ensuite, vous n'avez plus besoin d'en mettre. Si vous, par exemple, vous bloquez à 15, vous n'aurez plus besoin jusqu'à minimum 50. Minimum 50. Le masque va venir effectivement s'écraser. Vous allez sentir un effet succion. D'accord? Je vous rassure, l'œil ne part pas comme ça d'un seul coup, hein. Ce qu'on appelle le plaquage de masque ne se produit pas de façon sans que vous ayez de ressenti. Après, vous pourrez très bien ne pas vous en rendre compte peut-être, mais ce qui est certain, c'est que si vous le bloquez à 15, il n'y a aucun risque en descendant à 35-40 que vous ayez un plaquage de masque. Vous pourriez avoir un plaquage de masque si vous le bloquez en surface, si vous le bloquez à 5 mètres. Donc, c'est-à-dire que le plaquage de masque arrive surtout au début de la profondeur, parce que c'est là où il y a la plus grosse variation de volume. Je n'embête pas avec les mathématiques, où vous me croyez, où vous prenez les cours. Mais il y a grosse variation de volume dans les 20 premiers mètres, et après, il y a une petite variation de volume. Donc, vous pouvez sans aucun problème dire, moi, je pince et j'y vais. Donc, ça veut dire, pour être plus simple, que l'une des consignes, encore une fois, que je donne dès que quelqu'un commence à aller vers 30, 35, 25, il est un peu à l'aise et tout, c'est de dire, écoute, petite astuce, pour faciliter ta compensation, ça ne va rien changer de miraculeux parce que tu ne vas rien prendre en compensation, mais tu vas effectivement gagner quelques mètres de plus parce que du coup, tu vas avoir moins d'air que tu vas mettre dans le masque, donc tu auras quelques mètres de plus de réserve pour aller dans l'oreille. Et donc, c'est de dire que à 25 mètres, pardon, à 15 mètres, je pince et surtout, je ne lâche plus. D'accord? Quand je vois qu'ils font comme ça, qu'ils relâchent un peu, ça marche pas. Du coup, la technique que je vous dis là, elle ne marche plus. Donc, euh, important de comprendre que 15, je tiens jusqu'en bas, et une fois arrivé en bas, effectivement, je lâche pour la remontée, ou pour ma balade que je fais au fond. Mais le temps de la descente, le temps que je compense, je ne lâche plus mon masque. Voilà.
Ça, c'est l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 3, c'est le haut. Alors, le haut, ça veut dire quoi? Parfois, moi, j'ai des gens qui se retrouvent bloqués en compensation et du coup, je les incite à faire un haut du nez ou un haut de la pomme d'Adam. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon but, ça va être que de temps en temps, pour les gens qui n'ont pas pincé leur masque régulièrement, il s'avère que vous pourriez avoir un plaquage du masque comme ça qui pourrait se produire sans que vous en rendiez compte parce qu'il peut être relativement faible, c'est-à-dire que vous avez une petite diminution du volume. Sauf que cette petite diminution du volume peut entraîner ce qu'on appelle la fermeture d'un voile du palais ici, et donc il n'y a plus de communication entre la bouche et le nez. Comme il n'y a plus cette communication entre la bouche et le nez, vous pourriez éventuellement avoir l'occasion de pomper avec votre langue. De toute façon, ça ne passera pas parce que c'est verrouillé ici. Et on me dit, ah, comment est-ce que tu fais pour déverrouiller ton voile de palais? Ben, moi, j'ai envie de vous dire, aussi simplement que bouche fermée comme ça, vous faites un haut par le nez. Regardez. Hum, 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 hum. C'est con, hein. Cherchez pas le truc compliqué. Il n'y en a pas. Mais c'est effectivement une première solution pour m'assurer que le canal ici est bien en fonction et que du coup, je ne vais pas avoir cet effet succion du masque si j'ai lâché mes doigts. Encore une fois, si j'ai pincé mes doigts, c'est pas de problème, je peux faire un. Pareil, encore une fois, pour que mon voile de palais soit ouvert. Mais donc, en tout cas, je vais apprendre à la personne de dire, écoute, déjà, quand tu descends, est-ce que tu es capable, au moment où ça commence à devenir un petit peu difficile dans ta composition, de faire un haut du nez. Hum, hum, hum. Et s'il est capable de faire un haut du nez, je vais lui apprendre le son haut. Ouais, faire quel son? Le son haut, ouais, c'est ça. Tu fais haut, mais tu fais haut par le nez. Hum, 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 hum. Voilà, aussi simplement que ça. Il ne faut pas chercher plus compliqué. Et l'autre son que je vais, enfin, pardon, l'autre manœuvre que je vais demander de faire, c'est le on par la pomme d'Adam. Alors là, du coup, je vais vous inviter à vous mettre devant un beau miroir, comme ça. Je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez vous rendre compte, d'accord? Et vous dire que il y a deux façons de faire un son. Un premier où, en soufflant de l'air, il traverse les cordes vocales et il apparaît en sortant de votre bouche. Et un deuxième, c'est en suçant l'air que vous avez là, il est aspiré par là. Et en étant inspiré, il crée encore une fois une vibration des cordes vocales. Et en créant cette vibration des cordes vocales, le son apparaît encore une fois. C'est ce qu'on appelle les bruits de gorge. OK? Sauf que du coup, je vais lui demander de faire un bruit de gorge par toujours le son haut et en cherchant à ce que ça vienne de la gorge. Donc ça ressemble à une histoire comme ça. A priori, ce genre de bruit de gorge, en plus si vous êtes un spécialiste du rot, vous avez l'habitude, est pas très compliqué à faire. Nous, dans notre cas, il va nous servir à forcer le remplissage de l'air qui se situe ici, que l'on va ensuite utiliser pour compenser. Parce que c'est un petit peu une difficulté qu'on commence à avoir à un moment donné, c'est qu'on n'arrive plus à mettre d'air pour transférer des poumons à la bouche. Et donc, ce geste que je vous propose là, c'est pour ceux qui aiment la technique, encore une fois, c'est la carpe inversée. Et donc, quand tu fais de la chasse, ouais, alors c'est possible. Après, attention, il faut le dissocier du son. Véritablement, vous ouvrez, vous faites. Donc là, par exemple, je souffle, d'accord? Et vous voyez, mon comportement n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai de l'air, j'appuie des abdos et je fais. Alors que moi, je vous demande de faire un phénomène de succion. Donc c'est quasiment la même chose, sauf que il faut que je me concentre non pas à ce que le son vienne parce que j'appuie sur le ventre, mais le son soit guttural, on pourrait peut-être le résumer que ça, en tout cas, qu'il soit vraiment au niveau de la gorge, parce que le but, c'est que ça produit un mouvement de langue. Vous voyez la différence entre les deux sons, regardez. Et
Voilà, je l'ai fait encore plus fort pour espérer que vous puissiez le comprendre. Donc là, véritablement, l'idée, en tout cas, c'est que avec l'émission de ces sons-là, même si vous ne le faites pas parfaitement euh, avec l'effet guttural, en tout cas, ça va vous inciter et ça va nous répondre sur comment est-ce que je peux mettre de l'air dans le masque, est-ce que je peux mettre de l'air dans cette partie-là. Et ces sons-là, bien entendu, j'invite à les faire toujours avant la compense. C'est-à-dire que quand tu sais que ta compense va arriver, tu fais d'accord? C'est-à-dire qu'avant de compenser, on invite à faire le geste en question. L'un est montant, l'autre descendant. C'est exactement ça, Daniel. Effectivement, il y en a un dont le son traverse dans ce sens-là et l'autre dans lequel, enfin, non, ça traverse toujours dans ce sens-là, mais il y en a un qui est poussé par là et l'autre qui est aspiré, comme si tu ouvrais un... Et là, tu bouffais le nom. Cet instrument de musique, là, où on fait... Bon, vous m'avez compris, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Léon, Euh, comment t'as dit? d'accord. Ouais, merci. Excusez-moi, c'est con, hein, j'ai perdu le mot accordéon dans mon vocabulaire pendant quelques secondes. Donc voilà, comme si en ouvrant l'accordéon, le son rentre dedans et ça fait vibrer, c'est le même principe. D'accord? Mais même si vous ne faites pas le son impeccable, ce qui est certain, c'est que d'aider en créant ce petit son-là, encore une fois, ça fait partie des astuces pour faciliter un petit peu certaines compositions quand ça commence à être difficile. J'insiste, hein, c'est pas une façon de modifier et de faire en sorte que votre geste soit meilleur pour que votre composition soit meilleure. Mais d'un côté, voilà, il y a des gens qui s'en foutent, qui veulent juste un truc vite fait pour pouvoir progresser de quelques mètres uniquement. Parce que je vous dis, c'est des petits trucs, mais à un moment donné, ça vous permet de passer effectivement de 25 à 35. Cette technique-là, si vous êtes bien souple, vous permet de passer de 60 à 70 aussi, pour ceux qui me posaient la question, mais c'est quand même très exigeant. Mais ça ne peut permettre que de gagner pardon, quelques mètres uniquement. Voilà. Et puis, la dernière, alors c'est pas une astuce, mais c'est une information que je vous demande d'intégrer, qui est hyper importante, parce que c'est quelque chose que je constate très régulièrement, et qui du coup peut être un moyen pour vous aussi euh, de vous poser des questions sur la compensation, parce que finalement, moi j'aime bien utiliser aussi cette petites astuces que je vous dis là, parce que on croit juste qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. C'est-à-dire, bah, moi, ça bloque à 15 mètres, j'ai un problème, j'ai un truc, je suis mal né, j'ai une déformation de 6, enfin, tous les excuses à la con qu'on peut inventer sur la compensation. Et du coup, on a une espèce de croyance comme quoi on ne peut pas aller plus bas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'utilise ces petites astuces, que je dis, vas-y, desserre les fesses pour voir si ça marche. Vas-y, arrête de remplir ton masque pour voir si ça marche. Vas-y, fais ce petit rond pour voir si ça marche. Et donc, du coup, ça permet d'interpeller la personne sur ce qui semblait être une limite, qui croyait que c'était impossible parce qu'il avait un truc spécifique qui fait que. Et peut-être que ça peut ouvrir du coup l'envie et l'idée de dire tiens, je vais véritablement travailler ma compensation parce que ça peut être une solution pour que ça marche. Et une des astuces que j'utilise aussi, c'est de ne pas hésiter à faire du poids variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez faire de la gueuse, vous pouvez prendre 5 kilos de plus et puis vous descendez du coup sans effort jusqu'en bas, 10 kilos de plus, même si vous avez envie, faire ce que vous voulez, mais très régulièrement, je vois des gens qui sont capables de descendre plus profond en poids variable, puis dès que tu leur dis je fasse un poids constant, à la palme, en immersion libre, etc., bah, ça passe plus ou ça passe moins bien. Et c'est là que, du coup, c'est pas seulement une astuce sur la compensation, mais c'est un moyen de pouvoir révéler le fait de dire, écoute, ton oreille, c'est la même, que tu descendes en immersion libre, que tu descendes à la palme ou que tu descendes en gueuse. Ta tête, c'est la même, ta langue, c'est la même, tout est pareil. La seule chose, c'est qu'effectivement, comme tu es en mode tranquille avec une gueuse détendue, relax, et bah, du coup, ça te permet de pouvoir atteindre la profondeur plus facilement. Et puis, bah, quand tu y arrives, quand tu essaies de faire ça en immersion libre, en bipalme ou en brasse, et ben, ça ne marche pas. Bah, donc, ça ne veut pas dire que c'est ta compensation qui est un problème. Ça veut dire que c'est ce que tu fais à côté qui est un problème. Et donc, finalement, ces petites astuces que je vous propose, c'est des leurres, c'est des petits moyens pour essayer de, des fois, rattraper un exercice alors que, par exemple, vous dépassez votre niveau 4 et absolument descendre à 25 mètres et à 22, 23, ça coince un peu, ben, vous vous rappelez ce qu'il en est, ou vous savez que, par exemple, vous êtes allé sur 20 et vous devez descendre à, pardon, maintenant c'est 30 mètres le niveau 4, j'ai une bêtise. Alors, vous devez gagner quelques mètres de plus, vous pouvez utiliser ces astuces-là avant de vous poser la question de vous former à la compensation. Mais dans tous les cas, ce que j'espère, c'est que ces petites astuces-là, tout comme aussi la découverte du poids variable et de la gueuse, peuvent être des solutions
pour vous véritablement vous poser la question et dire, OK, effectivement, la compensation, c'est un geste instinctif, c'est un geste qu'on m'a pas appris, c'est un geste où je fais un truc bizarre où je pince mon nez et puis du coup, il se passe quelque chose, puis ça passe plus à un moment donné. Bah, peut-être que je vais prendre des cours pour véritablement essayer de faire en sorte que ça se passe bien et que, effectivement, comme beaucoup de gens, la compensation ne pose plus de problème. Parce que je vous assure que ça pose plus de problème à partir du moment où on sait comment ça marche. Donc, voilà. L'idée de ce dernier cours que je voulais vous proposer, c'était véritablement de vous donner cette petite astuce, ces petites astuces toutes simples, pour gagner uniquement quelques mètres et puis en profiter pour conclure ces 3 semaines de formation. Vous rappeler que tous les lives sont enregistrés sur mon site internet apnis.fr. Vous rappelez que du coup, on va faire des stages maintenant à plein, en espérant même qu'on retourner en Égypte à la fin de l'année d'ailleurs. On fait des semaines de formation pendant l'été, des week-ends de formation mai, juin, septembre, octobre, et puis surtout des entraînements réguliers aussi avec le club pour tous les locaux et autres, et que du coup la vie ici va reprendre son plein et que du coup on aura l'occasion, je l'espère, de se revoir. Je vous remercie parce que je sais que je vois beaucoup de noms régulièrement qui sont souvent les mêmes, donc je remercie tous les fidèles d'avoir suivi depuis le début. J'imagine que ça vous a plu, sinon vous ne serez pas là. Et puis, écoutez, s'il y a d'autres sujets qui peuvent vous interpeller, pourquoi pas ne pas hésiter à se refaire une petite séance comme ça plus ponctuellement, parce que forcément, avec le rythme de vie, on ne pourra pas le faire aussi régulièrement que là. Mais en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de partager ça avec vous et j'espère que vous avez pris plaisir, vous aussi. Maintenant, si vous avez des questions concernant les petites astuces que je viens de vous évoquer, vous n'hésitez pas à me poser ces questions-là. Et si vous avez juste un petit message avant de partir ou de remerciement, n'hésitez pas aussi. C'est l'occasion d'exploser le forfait là-dessus. Un grand merci Bruno, Pascal, c'est gentil. Christine aussi. J'ai appris beaucoup avec tes conférences que j'irai revoir. C'est gentil, Christine. Bonne reprise à tous de la part de Karine. Est-ce que vous avez des questions du coup concernant les 3 astuces que Ouais, je vous ai proposées? ouais, Allez, Pascal. je vous écoute. Muriel, Ouais, Antoine. Pascal. C'est juste en fait, bon, on a regardé un peu dans le désordre tes vidéos et je crois que c'est hier soir qu'on a revu celle sur la compensation ou c'était Ouais. avant-hier, enfin qu'importe. Et en fait, là, les astuces que tu donnes, c'est comme si en fait, moi, ça me laisse l'impression que c'est presque aussi des outils pour conscientiser, pour amener à conscientiser ce que tu expliquais dans les vidéos précédentes, comme des trucs et astuces, des dérivations pour finalement aborder le geste un peu plus pur de compensation. Même si effectivement faire ces bruits de bouche et de gorge, c'est pas peut-être le plus indiqué pour rester dans la détente et dans le bien-être. Ça me rappelle un peu les, les forçages ou les spasmes que je peux avoir quand je suis un peu à mes limites. C'est surtout pour moi expliquer, forcément il y a un lien direct entre ce que je vous ai enseigné dans la partie compensation et ce que je vous dis là, mais c'est surtout pour remettre ça dans le contexte, c'est que euh, beaucoup de personnes croient que leur compensation pose problème et que c'est un fait, c'est comme ça. Et donc, du coup, ils ne s'intéressent pas au fait de travailler la compensation, ils sont là à travailler plusieurs choses sur l'apnée. Et donc, du coup, les petites astuces que je vous donne là sont des petites astuces que je glisse au milieu à des gens qui se posent pas trop de questions de compensation, mais un petit peu. Et que ceux qui s'en posent vraiment, ensuite prennent des sessions réellement sur la compensation où on accorde du temps à ça. C'est-à-dire que ce que je viens de vous dire là, c'est des petits trucs tout cons qu'on peut glisser au milieu d'une séance. C'est pas des trucs qui demandent à ce que, au fait, il faut que tu saches que l'air dans ton oreille diminue en volume, que du coup tu utilises ta langue de cette façon-là. Enfin, tous les cours que je peux vous proposer encore à côté. Donc, il y a un lien direct, mais c'est surtout le contexte qui va changer. Il y en a un qui est véritablement juste pour faire une introduction, et l'autre, après, c'est un vrai travail sur la compensation, parce que maintenant, je vous ai convaincu, j'espère, que la compensation est un sujet qui se travaille. Ah, tout à fait. D'ailleurs, on a commencé. Je te raconte pas le soir, la gueule qu'on tire et les bruits qu'on fait, ça devient un peu exotique. Mais en tout cas, un grand merci pour tes vidéos. C'est vraiment aidant, c'est vraiment éclairant. Tu as une super pédagogie et c'est précieux. Et bah, écoute, on Merci. n'a plus qu'une salade, c'est de retourner à la flotte. Écoute, avec plaisir, je te remercie Antoine. Ouais, Et merci Muriel. beaucoup Pascal. Vraiment, c'était un plaisir. C'était un plaisir aussi. Ouais, c'était un plaisir aussi de partager tout ça avec vous. Si je vais Bon, reprendre un petit Pascal, peu les merci. quelques questions. Bon, T'as fait Ah, c'est 30 bon. Pascal, secondes. je Je voulais vais te juste donner reprendre un petit aussi un peu ce qui était. message.
Est-ce Les que tu peux me parler remercie. plus des tâches que vous proposez? Attends, je te demande une seconde. Je regarde juste les textes écrits et après, Léa, je vous laisserai reparler. Excusez-moi, parce que sinon, après, si je laisse passer le fil, les questions disparaissent. Donc, est-ce que tu peux plus parler des tâches que l'on propose? Alors, ouais, chez nous, il y a deux possibilités. Soit vous venez juste vous entraîner comme des grands garçons, il n'y a pas de souci. Enfin, garçon ou fille, hein, c'est pas la question. Soit vous venez faire des stages et donc pendant les stages, c'est un moniteur, enfin c'est moi essentiellement, et puis d'autres moniteurs du club qui viennent et qui vous prennent en charge pendant une journée, 2 journées. Enfin, c'est plutôt des formules 3 journées en général, voire on a des formules 5 journées aussi pendant l'été. Et où là, du coup, vous êtes chouchouté pendant la période en question pour vous proposer un programme personnalisé, parce que l'intérêt de tout ça, c'est pas seulement d'avoir de la théorie, mais c'est que l'empathie du moniteur permet de diagnostiquer ce qui est nécessaire chez vous pour pouvoir vous proposer un parcours individuel et une progression pendant une formule concentrée. Après, il y a ceux qui habitent dans le coin qui peuvent venir plus régulièrement. La question ne se pose pas. Je sais que la majeure partie d'entre vous, vous n'êtes pas du coin, donc voilà. Mais c'est ça la formule stage, pour donner une idée. Puis c'est en gros, pour deux plongées par jour, en moyenne, c'est une centaine d'euros par jour. Voilà ce que ça peut coûter aussi. Merci pour ta capacité à vulgariser tous ces thèmes, c'est gentil. Ouais, j'essaye. C'est très sympa les conférences, très instructives. Merci pour autant. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup des remerciements. Donc il n'y a pas de questions. Donc je vous remercie pour les remerciements. J'essaie juste de trier les questions. J'ai pas fait comme ça. Mais ok, merci Pierre. Quid des entraînements au club? Eh bien, écoute, viens puis on en parlera. C'était super. Bonne reprise à toi, Mireille. Très bien tes séances. Merci Henri. C'est très gentil. Surtout un gars comme toi, côté en bouteille, ça fait plaisir. C'était super. Hein, Pascal Président. C'est ça. Continue à travailler la compensation depuis les stages en Denis début mars. J'espère pouvoir maintenant. Eh bien, écoute, avec plaisir, Willy. Donc maintenant, est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour vos messages d'encouragement. Ça fait très plaisir. Est-ce que vous avez des questions complémentaires, s'il vous plaît? Et je voulais juste souligner les remerciements. Et pour moi, vraiment ta force de ta pédagogie, c'est d'être capable de vulgariser ton enseignement. Pour avoir fait quelques stages chez des experts, On cite pas de nom. ils n'ont pas cette capacité à vulgariser, plutôt une capacité à complexifier. Et c'est ce qui m'attire en fait dans ta pédagogie. Je vais te téléphone la semaine prochaine pour venir te voir Avec et plaisir. venir à un stage. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Patrick. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, alors je vais juste revenir là-dessus. Tiens, c'est intéressant ce que tu dis là. Parce qu'en fait, être moniteur, c'est pas facile. Et souvent, quand on apprend à devenir moniteur, on, on passe par des étapes où on essaie d'acquérir un savoir qu'on va essayer de transmettre le plus possible. Donc c'est vrai qu'effectivement, à un moment donné, en plus, on est en période de prise de crédibilité quand on est dans les premières missions de moniteur, etc. Et donc, dans cette période-là, on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on veut. Et effectivement, moi, j'attire toujours quand j'ai un élève qui dit oui, mais j'ai un moniteur qui m'a dit ci, ça, j'allais dire, tu sais, dans tous les cas, le moniteur, il a donné le maximum qu'il pouvait. Il a donné tout son cœur, rien ne le forçait à faire ça. Je vous rappelle qu'en plus, 99% des moniteurs français sont bénévoles, qui donnent de leur temps, que leur formation, ils l'ont fait sur eux-mêmes. Et donc, c'est d'abord, avant tout, une marque de respect qu'on doit avoir pour ce chemin-là. Après, quelques-uns sont devenus professionnels. Certains juste parce qu'ils étaient champions et qu'avec leur nom, ça leur permettait de faire quelque chose. D'autres parce que c'était une véritable passion. D'autres parce que ça leur permettait de pouvoir faire briller leur ego. Bref, il y a plusieurs parcours différents. Mais ce qui est certain, c'est que la vulgarisation d'un message est une étape qui est très compliquée et je sais que je ne l'ai pas toujours eu et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis passé par ces étapes-là et que maintenant, ça fait 11 ans que je fais des stages comme ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, je reconnais que j'ai peut-être un peu de la bouteille et suffisamment pour pouvoir me permettre de prendre le risque de vulgariser parce que mine de rien, c'est pas facile. Donc, j'hésite pas parce que je sais que dans la salle, il y a, je pense, pas loin de 30% de ceux qui sont là qui sont moniteurs ou qui sont en train de le devenir. Et donc, n'hésitez pas à être aussi très tolérant avec vous-même que de toute façon, vous donnez le maximum et que vous devez juste vous accorder un petit peu de temps et d'expérience. Euh, L'essentiel de ce que moi j'ai essayé de vous enseigner, c'est surtout ça. Voilà. Et essayer d'avoir effectivement la bonne formation. Gilles, tu as raison aussi. Malheureusement, pour trouver la bonne, il faut aussi parfois en faire des mauvaises. C'est comme avec les femmes et comme avec tout ça. Tiens, celle-là. Voilà. En attendant, il faut essayer. Voilà. Juste, si vous devez en retenir ça, c'est accordez-vous le droit d'essayer de vous planter plusieurs fois dans la vie. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a des places pour cet été? Je suis bloqué pour la compensation. Oui, il y a plein de places. T'inquiète pas.
En plus, l'été, ça va peut-être paraître bizarre, parce qu'on a tous des centres différents, mais moi, l'activité, c'est la période la plus calme de l'année. Voilà. J'ai toujours été très, très dans la formation. Et les gens qui viennent se former chez moi viennent surtout en mai, juin et en septembre, octobre. C'est-à-dire en fin de saison de piscine ou en fin de saison de mer. C'est-à-dire qu'ils ont passé un peu de temps en mer et puis du coup, ils viennent terminer la saison chez moi. Mais juillet, août, si vous savez comme c'est calme, c'est qu'on a l'habitude de venir chez moi. Vous verrez. Parce que je fais très, très peu des baptêmes, des trucs comme ça, c'est pas du tout mon activité. Donc, et j'ai pas de touristes ici sur Carrie, il n'y a pas de touristes. Donc, du coup, voilà, ce qu'on appelle le loisir baptême et autres, j'en fais pas. Donc, si vous voulez venir l'été, surtout vous gênez pas, on a vraiment le temps, hein, c'est pas un problème. Hâte de mettre ça en pratique à Carrie. À plaisir, Alexis. Ciao, Pascal. Ouais, je peux recommencer la présentation, Tony. Ouais, bien sûr, pas de problème. Rien que pour toi, tu sais quoi, on coupe pour tout le monde. Et puis on en fait. Euh, alors Claire a raison sur une notion compliquée de se loger dans mon coin en plein été. Oui et non, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'Airbnb dans le coin. Donc, ce qui se passe juste, c'est que c'est quand même le bord de mer et que surtout, on est dans un village bourgeois, là où je suis, c'est la Côte Bœuf, c'est ultra recherché. Donc, c'est pas cher. Enfin, il y a quand même un camping à côté, hein, donc il y a dans toutes les solutions par rapport au camping. Et puis, mine de rien, il y a pas mal de petits logements autour où pour avoir que des chambres et autres, c'est possible. C'est juste que le bord de mer, Méditerranée en plein été, de toute façon, ça pique, hein, où que vous alliez, ça pique. Et pour avoir pratiqué pas mal de Méditerranée, notre coin, il pique pas tant que ça. Notre coin, il pique pas tant que ça. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires concernant les petites astuces? J'espère que vous comprenez les sons en question, que vous allez pouvoir vous entraîner, hein. On desserre les fesses, on pince le masque et on fait le son haut dans le nez et on fait le son haut dans la gorge. Ça, c'est quand même pour revenir à mon thème de ce soir. Et on n'hésite pas à faire du programme parce qu'il y en a. Merci beaucoup. Je chercherai le contact pour mon stage d'été. Apnéiste.fr, Cathy. N'hésite pas. Et tu verras toutes les vidéos de ça. Le rapport avec les fesses. Ah, LG, le rapport avec les fesses. Je vais juste vous restipuler ça. En fait, pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. On doit prendre de l'air de là pour qu'ensuite il se retrouve ici et qu'une fois ici, on l'écrase et qu'il parte là. D'accord? Et le problème, c'est que si j'ai les fesses contractées, je vais avoir toute la zone centrale abdominale qui va être contractée et donc j'ai pu pouvoir faire l'effet accordéon du coup sur les poumons pour pouvoir envoyer l'air et le mettre là. À partir du moment où je vais desserrer les fesses, je vais relâcher, c'est un réflexe naturel, c'est que ça, où je relâche, je me détends comme ça. Je vais pouvoir effectivement relâcher cette zone-là et du coup libérer un petit peu d'espace dans cette partie-là pour un petit peu de souplesse dans cette partie-là pour pouvoir permettre de piocher de l'air et l'envoyer dans l'oreille. Donc la première étape, c'est que je relâche les fesses. Mais vous verrez que si vous prenez les cours sur la compensation, comme parlent les gens, le nerf optique, ce que moi je raconte, parce que c'est vraiment comme ça que je vois les choses, c'est qu'effectivement, si j'ai le périnée qui est bien détendu, ouais, c'est ça, on dégaine les abdominaux, Daniel, c'est exactement ça. Si j'ai le périnée qui est bien détendu, bah, du coup, il y a quand même des chances que ma compensation soit meilleure. Mais là, le périnée, c'est quand même un peu plus fin à avoir, donc on commence juste par desserrer les fesses. C'est la première base, d'accord? Cet été aussi, Jamal, avec plaisir de te revoir. Avec plaisir, Laurence. Le mousefeel, est-ce que je peux en parler un petit peu? Ouais, parce que c'est hyper simple. Je peux vous parler un petit peu du mousefeel, c'est hyper simple. Parce qu'en fait, on essaye de le compliquer, euh, mais en réalité, c'est super simple. Le mousefeel, ça consiste juste à dire, je mets l'air dans la bouche, et cet air-là, c'est lui qui va me servir à compenser. Voilà. C'est qu'à un moment donné, je fais, et ensuite, je pioche l'air que j'ai là pour l'envoyer ici. Et il ne faut pas le voir plus compliqué que ça. La seule chose, c'est que si vous essayez de faire ça et que ça ne marche pas, c'est pas parce que vous faites mal le mousefeel, c'est certainement parce que vous faites déjà mal Frenzel naturellement, la technique qu'on a tous instinctivement, vous la faites mal. Et comme vous la faites mal, même en passant par le mousefeel, du coup, ça ne marche pas. Et c'est surtout parce que finalement, vous ne savez pas séquencer et notamment ce qu'on appelle fermer l'accès entre la tête et le corps. Et parce que vous ne savez pas le faire en Frenzel, vous ne saurez pas le faire en mousefeel et vous passez le temps à faire voilà. Et ça, c'est un beau mousefeel de merde qui fait qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas. Ils me disent, ah putain, j'arrive pas à faire le mousefeel. J'ai envie de dire, non, tu n'arrives pas à faire Frenzel, tu n'arrives pas à dissocier le geste. Et du coup, ça se reproduit aussi en mousefeel. Mais à partir du moment où vous savez faire le Frenzel normalement, le mousefeel est très facile. Dites-vous que quand moi je l'ai appris, le mousefeel, c'était un cours privé avec Andrea Zuccari qui proposait 2 heures de formation
facturé à 100 € les 2 heures à l'époque, en Égypte. Donc, je peux me permettre de me rappeler, c'est comme si je vous demandais 500 balles pour 2 heures ici en France. D'accord? Mais je regrette pas du tout les heures dépensées à l'époque, où pendant 1 heure à sec, il m'expliquait comment marchait le corps, les systèmes, etc. On a joué avec 2-3 ballons et le lendemain, dans l'eau, je testais et je passais de 42 mètres qui était mon max à la séance du lendemain à 60. D'accord? Et encore, je m'étais à 60 parce que c'était le bout de la corde et parce que franchement, je me suis chié dessus quand j'arrivais en bas. D'accord? Mais par contre, il y avait un ticket d'entrée à sa formation, c'est qu'il ne formait pas, en tout cas pas de cette façon-là, les gens qui de toute façon n'avaient pas déjà atteint 40 mètres, donc n'avaient pas déjà une bonne conscience et une bonne maîtrise de sa compensation pour réussir à espérer apprendre le mouse film. Donc, c'est pour ça aussi que je vous en parle pas, c'est que d'abord, je rappelle que ces cours que je vous ai présentés avaient quand même pour objectif d'aller à 50 mètres et pour ça, vous n'avez pas besoin d'une mouse film. Et que, effectivement, vous verrez que apprendre le mouse film, c'est l'étape d'après et vous l'apprendrez d'autant mieux si vous savez gérer déjà votre technique actuelle. Si vous pensez que utiliser le mouse film aujourd'hui, alors que vous ne maîtrisez pas votre technique actuelle, c'est une solution pour gagner quelques mètres, je vais vous dire bon, un petit peu, mais je vois tellement de gens qui repartent hyper déçus, voire limite en train de se dire mais je suis trop con, j'y arrive pas, que j'ai envie de dire non, ne faites pas comme ça. N'apprenez pas. Oui, le motion n'existait pas il y a 20 ans et on descendait quand même, effectivement. Et aujourd'hui, pour descendre à 40-50 mètres, il n'y a vraiment pas besoin de mouse field. Pour descendre plus bas, oui, c'est plus facile. Mais pour y descendre, il n'y a pas besoin. Donc, ne cherchez pas à apprendre ces techniques-là parce que véritablement, ça risque de perturber complètement vos habitudes. Alors que si vous essayez juste de mieux faire ce que, instinctivement parlant, la nature vous a donné l'occasion de faire, vous verrez que ça marche très, très bien. Donc, c'est pas la peine de vous poser plus de questions pour le moment. J'ai une question, Pascal. L'inclinaison de la tête, comme si on voulait la rentrer un peu, est-ce que ça peut aider? Non, c'est même contraire. Non, je pense que c'est une source de souci parce que je te rappelle que pour compenser, on utilise essentiellement un mouvement de pompage de notre langue. Enfin, pas essentiellement, on n'utilise que ça d'ailleurs. Un mouvement de pompage de notre langue. Et même là, si tu le fais, tu vas te rendre compte que juste en rentrant un peu là, déjà rien que ta façon de parler, c'est pas la même. Rien que ta façon de t'exprimer, c'est pas la même. La liberté que tu peux avoir de mouvement de ta langue est pas la même parce qu'elle est écrasée. D'accord? Donc, pour moi, trop rentrer. Par exemple, je disais l'exercice de tenir une balle et tout ici, là, pour dire que pour moi, c'est catastrophique pour la compensation. Donc, je dis pas que ça ne peut pas marcher, je dis que c'est, parce que moi, j'y arriverai dans tous les cas. Tu me mets une balle ici, tu me mets une comme ça, je compenserai dans tous les cas parce que j'ai pas de problème avec ça. Mais ce qui est certain, c'est quelqu'un qui a une difficulté de compensation, lui inviter à trop rentrer. Moi, j'en vois, ils sont comme ça. Alors ça, tu peux oublier, il y a rien de pire, ça marche pas. Donc non, non, juste, je vous assure, tête droite, tout ce qu'il y a de plus relax, détendu, mâchoire relâchée, nuque détendue, et on y va, ça va très bien tout seul, c'est pas la peine de chercher vous compliquer. En tout cas, si vous avez l'impression que passer par là, c'est un chemin pour y arriver, je vous confirme, c'est pas le cas. Merci. Non, c'est exactement ça, ok. Merci, tu as démystifié plusieurs sujets, discours jamais entendu. Bah écoute, parce que c'est pas très répandu en France, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, je te rassure. Enfin, certaines choses, sont issues de mon expérience, mais c'est quand même au départ parce qu'on me l'a appris, quand même. Loin de ce que l'on nous apprend en club, parce qu'ils vont évoluer dans ton club. Enfin, je le souhaite. Études des stages pour des clubs, oui, bien sûr. Très régulièrement, ce que je vois que tu termines en disant je suis en Bretagne, je vais pas en Bretagne pour faire des stages. Mais par contre, je reçois beaucoup de Bretons et des gens du Nord, parce que nous, on a quand même l'avantage ici à Carré-le-Rouet, c'est qu'on est à un quart d'heure de l'aéroport de Marignane, Marseille. Donc, c'est vrai que c'est assez facile pour ça d'avoir des gens qui traversent la France avec notamment nous, on a Ryanair qui arrive ici, donc il y a des vols qui sont pas très chers, EasyJet et tout, il y a plein de vols qui arrivent ici, c'est à un quart d'heure de l'aéroport, on est juste à côté, donc c'est quand même plutôt assez pratique, assez facile. Et les groupes, ouais, je reçois ça régulièrement, là, chaque année. Chaque année, j'ai 6-7 groupes qui viennent à peu près dans la saison, dans l'année entière. Certains, c'est des habitués qui reviennent, d'autres, ils repartent, ils reviennent, machin, un petit peu de tout. Mais oui, les groupes, c'est avec plaisir. On en reçoit régulièrement. Et Pascal, tu fais des stages en fosse. Tu ne serais pas tenté de venir à la fosse de la Teste, près de Bordeaux? Allez. Tu sais qu'en plus, je suis né là-bas. C'est pas vrai. Si, je suis né à Arcachon à l'époque. La clinique n'était pas à la Teste, elle était à Arcachon. Bon, mais c'est vieux, c'était il y a 44 ans. Bientôt 45, bordel. Écoute, ouais, je reconnais que j'y pense. Après, j'y vais pas parce que je sais qu'il y a déjà d'autres moniteurs qui y vont régulièrement. Tu as quand même Rémi Duberne qui y va régulièrement, avec aussi, je sais pas s'il y avait toujours, mais il y avait aussi l'autre avec ses dreads, là, j'ai mangé son nom. Mais bon, voilà, Vincent Mathieu. Vincent Mathieu, exactement. Voilà. Je sais qu'ils ont un petit peu leurs habitudes là-bas, donc c'était,
Voilà, autant je vais pas à celle de Vignol Vagarenne pour des questions d'organisation structurelle, parce qu'elle n'est pas organisée structurellement d'une façon qui me correspond pour pouvoir travailler. Autant les autres, je suis fermé à aucune. Donc, je vais partout là où on pense qu'a priori, il y aura juste assez de monde pour m'accueillir, quoi. C'est tout. Non, mais enfin, on propose ça, c'est juste qu'on est sur le trajet, comme ça, vous passez boire l'apéro, petit repas, tranquille, voilà, on vous héberge, pas de souci. C'est entendu, Antoine, c'est gentil. Je suis sûr qu'il y a Christine aussi qui est pas loin. D'ailleurs, vous êtes des plongeurs du coin aussi. Vous pourriez vous entendre pour venir ensemble, d'ailleurs, cet été. Ah bah carrément, Ah ouais. faut nous mettre en lien. Bah, je sais pas, Christine, je crois que tu es là, Christine. Bon, bref, c'est pas le sujet de ce soir. C'est Vincent Mathieu qui gère la fosse maintenant. Ah bah oui, bah alors, pouf. Bah, alors, du coup, vous aurez plein de stages d'apnée, vous allez vous éclater, parce que c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation. Je ne le connais pas, c'est croisé 2 fois, mais en tout cas, il a une très bonne réputation. On l'a croisé, on va voir, c'était juste avant le déconfinement, on a dû écourter notre séance parce que le dimanche, la fosse était fermée. D'accord. Non, non, mais On il a très verra. bonne réputation. Je ne connais pas, je ne me permettrai pas de dire si Ok. c'est bien ou si c'est pas, mais il a très bonne réputation, donc j'imagine bien que c'est le cas, quoi. Bon, bah super. Il fait plus du statique, c'est sûr, c'est sa spécialité, mais bon, il est doué dans plein de disciplines quand même. Ouais, mais voilà, après, derrière, j'ai jamais travaillé avec lui, donc je ne me Hmm. permettrai pas d'en dire plus. Bon, fausse ou pas fausse, hein, vous pourrez passer boire l'apéro si vous passez dans le coin. Allez, c'est noté. C'est noté. Tu fermes juste la glotte normalement, ensuite entre l'air dans la bouche pour pas retourner au poumon. Waouh, c'est compliqué ça, Laurence. J'assure, fais le plus simple. Juste, tu te dis arrête de faire sortir de l'air, arrête de souffler. Parce que fermer la glotte, machin, tout ça, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Muriel et Antoine, ils sont à quel club? Vous savez quoi, Muriel, Antoine et Christine, là? Vous vous voyez là? Vous vous échangez des messages privés. Ok. Christine, on se rejoint sur Apnée Passion. C'est ça. Bon, vous savez quoi? Je vais peut-être juste couper l'enregistrement, comme ça après si on veut se parler, on fera ça avec plaisir. C'est juste parce que du coup ça va pas rester plus. Si vous voulez qu'on échange